pour faire une présentation un peu générale du coup du propos que je vais essayer de soutenir devant vous. Donc je vais essayer effectivement, comme l'a très bien, expliqué Eugène en introduction, de montrer effectivement, si ce n'est l'artificialité, en tout cas l'historicité d'un certain nombre de réflexes de pensée qu'on retrouve dans, ce qu'on pourrait appeler un peu, comment dire? Rapidement, l'épistémé, contemporaine au sens large, et qui est un geste un peu ambigu, ambivalent de, merci beaucoup Eugène, donc de naturalisation, on va dire, d'un inconscient culturel, cybernétique, c'est-à-dire lié à la théorie de l'information et ses ramifications, comme, espace pardon, épistémologique plus large que la seule théorie des ordinateurs et de l'information, au sens logico-mathématique ou physique. Et donc pour commencer, donc j'aimerais introduire un peu, tu peux passer à la deuxième slide Eugène, merci. Donc d'où viennent en fait, ces travaux et dans quel cadre, on peut, discuter de cela avec Eugène notamment? C'est dans le cadre d'un petit groupe de recherche qui est, hébergé par le laboratoire d'anthropologie politique de l'EHESS sous la direction d'Agnès Calu, avec qui, on travaille depuis quelques années, qui s'appelle APSC pour Architecture, Production et Symboles du Capitalisme, où il s'agit d'étudier sous différents paradigmes pluridisciplinaires la notion d'architecture comme une sorte d'impensé de la théorie critique contemporaine, impensé au sens où Foucault lui-même, dans un petit texte de présentation de son édition des textes sur le panopticon de Bentham, dans la lignée de son travail Surveiller et punir, appelait ce refoulement des problématiques de la spatialité par les problématiques psychologiques et donc les problématiques du temps et du psychisme. Et Foucault insistait sur l'idée même que ce qu'il allait devenir dans sa théorie les biopouvoirs était centré sur la prise de conscience au sein des théories de la gouvernementalité de l'importance de la traduction spatiale des idées politiques, économiques, sociologiques, démographiques. Et donc, c'est l'idée dans ce groupe de recherche de faire apparaître la pluralité des paradigmes architecturaux, aussi bien informatiques, aussi bien théoriques et aussi bien spatiaux, hein, au sens de l'architecture et de l'urbanisme, et de croiser à partir de, voilà, des travaux d'historiens de l'architecture, de philosophes, de sociologues, bref, d'historiens, plus largement, donc la variété d'approches qu'on peut faire apparaître. Voilà. Donc, je me permettrai juste de préciser que, voilà, si parmi vous, ça peut arriver, il y en a qui ont envie de faire des recensions critiques, on en serait ravis de nos articles. Il y a un article qui est sous embargo, c'est celui d'Anna Verena-Nostov et de Félix Machewski, puisqu'ils l'ont soumis aussi à une autre revue. Donc, on doit attendre quelques temps avant de pouvoir les citer. Donc, je vous demanderai juste de ne pas mentionner pour l'instant sur Internet. C'est le dernier article du livre. Mais autrement, voilà, tous nos autres articles peuvent faire l'objet d'une critique dont on serait absolument ravis. Alors, donc, voilà, je vais à présent introduire un peu plus l'ordre général de mon discours. Donc, l'organicisme cybernétique, ce que j'appelle l'organicisme cybernétique, c'est l'idée suivant laquelle la psychologie, les sciences du vivant, l'économie politique sont sujettes, encore dans notre époque, à une sorte d'inconscient épistémologique qui mélange le croisement, enfin qui produit le produit du croisement plutôt, du mélange entre l'ordinateur et le vivant, le biologique au sens large, soit dans un sens, ce que je vais détailler, soit dans un autre. C'est-à-dire, on part de la machine pour penser le vivant, donc le geste de naturalisation partant de la machine, ou bien de l'autre côté, on part du vivant pour penser la machine. Et là, ça, c'est la filiation qui nous amène, en faisant très grossièrement et brutalement, jusqu'au réseau de neurones du deep learning moderne et des travaux d'Ian Lequin. Ce schème de pensée, c'est le produit d'une confusion analogique entre le fonctionnement du corps et de la machine informatique, d'une part, et d'autre part, donc, ce fonctionnement de l'organisme individuel et des structures sociales. On va voir qu'il y a, dès le départ, de l'origine de ce geste qui précède même la théorie de l'information et qui s'inscrit peut-être même dans la veine plus de la thermodynamique, hein, mais en tout cas du spencerisme, on a donc au départ un geste qui date du 19e siècle et qui est celui de naturaliser donc les lois du fonctionnement social et économique à partir des lois et de la physique et même d'une certaine compréhension du mécanisme. Et donc là, ici, et c'est dans la veine des travaux qu'on fait avec APSC, la métaphorologie de l'épistémologie devient un objet de critique essentiel. Parce qu'en fait, on va le voir dans ma présentation, ce que je montre, c'est que dans bien des éléments, des discours de l'économie politique contemporaine, dominante, si ce n'est en termes
académique ou médiatique, en tout cas au niveau des institutions politiques de la globalisation, c'est ce qu'on va voir, notamment avec les travaux de l'historien Quinn Slobodian, sur lesquels je m'appuie largement, les métaphores, et non pas, je veux dire, le propos démonstratif, hein, réellement, sont un cœur de l'argumentation, notamment du projet d'inspiration néolibérale au sens hayekien et des Amis de la Société du Mont Pèlerin, dont on connaît l'importance spécifiquement, je veux dire, même s'ils sont considérés comme hétérodoxes sur le plan académique, l'importance spécifique qu'ils ont eue sur la formation de tout un tas de concepts et de mise en place même de l'ordre institutionnel de la gouvernance économique mondiale et européenne. Merci Eugène. L'organicisme cybernétique, pour le comprendre, on va revenir d'abord à Spencer. Je m'appuie sur deux écrits dans cette présentation en particulier. Le premier, c'est le dernier livre de l'historien spécialiste de l'histoire du darwinisme et de sa réception, et notamment du spencerisme. Il a écrit un que sais-je remarquable dans les années 80 sur le sujet du spencerisme. C'est Patrick Thor, donc. Spencer et l'évolutionnisme philosophique, c'est son que sais-je, c'est 96, pardon. Et du totalitarisme en Amérique, qui date donc de 2022. Dans lequel la première partie de l'ouvrage consiste justement à une réexploitation de ses travaux précédents sur Spencer pour montrer comment l'inconscient épistémologique libéral contemporain notamment, hein, pour préciser, parce qu'il y a aussi le keynésianisme, hein, donc il ne faut pas tout mettre dans le même panier, mais précisément les théories libérales anti-étatistes ce sont les héritières, en fin de compte, d'un geste de naturalisation de la pensée économique sur le modèle des sciences naturelles et des sciences mécaniques, inauguré par Ensuite, il y a un autre article que je présenterai un petit peu, qui est celui de Vincent Ortiz, qui fait partie de l'ouvrage d'APSC, et qui s'appelle « Le défi darwinien au libéralisme économique et son incorporation ». Les ouvrages de Spencer auxquels il sera fait mention, en fait, c'est les principes de sociologie et The Man versus the State. Donc, on peut passer, Eugène, à la slide suivante, du coup. Voilà, merci. Donc, en fait, quel est le problème du raisonnement spencerien et que fait Spencer? Spencer, pour le résumer brièvement, en fait, essaie de construire dans les principes de sociologie une analogie entre le fonctionnement du vivant, pour le dire simplement, et le fonctionnement des sociétés et des institutions. Le problème qu'il va rencontrer, c'est ce qu'on va voir, c'est que l'aboutissement de ce parallélisme, c'est que quand il arrive à la figure le gain de complexité dans le vivant impose une centralisation des fonctions, nommément avec la question du système nerveux central, pour piloter cette complexité dans le vivant, et le problème, c'est que ça fait émerger finalement par la fenêtre ce qu'il voulait chasser, c'est-à-dire la figure de l'État, puisque l'analogie imposerait ici une comparaison quasiment presque platonicienne, on pourrait dire, avec cette figure de l'institution centralisatrice qui agencerait donc la complexité perçue par le sensorium, les organes. Et donc, c'est ce qui, justement, impose à Spencer de faire un geste souvent méconnu, selon Patrick Thor, qui consiste à dire toute l'analogie sur laquelle j'ai construit l'essentiel de mon argumentation, qui est au fond une analogie, même une métaphore, hein, eh bien, je dois l'abandonner, et c'est littéralement ce qu'écrit Spencer dans ses principes de sociologie. Je dois abandonner l'échafaudage heuristique, mais je dois garder les inductions qui ont été produites par cet échafaudage. Donc c'est un geste complètement délirant, que Patrick Thor ne manque pas de citer dans le texte et de montrer dans son caractère aberrant. C'est que Spencer écrit explicitement qu'il faut abandonner toute comparaison entre la société et les organismes vivants, en disant, en fait, les organismes vivants, et c'est aussi en partie vrai, mais ça contrevient complètement à ce qu'il a dit précédemment dans son texte, sont multicentriques. Hein. Et donc, il abandonne immédiatement, alors qu'il y était arrivé, l'idée que comment se pilotent les organismes vivants, c'est à partir des systèmes nerveux et des protocoles de centralisation nerveuse dans les mammifères supérieurs notamment. Et donc, tout ça, ça ne colle pas avec son idée qu'il faut évacuer complètement l'état de l'intervention économique et sociale. Et donc, il dit qu'il faut tout abandonner. Donc, il y a une naturalisation paradoxale qui se reconnaît elle-même comme fallacieuse, qui se décrit elle-même comme fallacieuse, mais qui n'empêche pas Spencer de conserver ce qu'il a précédemment élaboré dans son argumentation. En effet, si d'après la lecture de la théorie de l'évolution que Spencer construit à des fins politiques, d'après cette théorie, le gain en spécialisation fonctionnelle des organes du corps, comme on l'a dit, suppose le développement de fonctions nerveuses de centralisation, de collecte, traitement d'informations sensorielles. Et donc, c'est une conclusion sociologique qui va complètement à l'envers de ce qu'il voudrait. Voilà, on peut passer encore, je pense, Eugène, je crois que j'ai déjà résumé.
Ce n'est, pourtant pas donc, abandonner donc cette, naturalisation, cette métaphore naturelle pour penser l'économie et le social, c'est pourtant pas du tout ce qu'ont proposé Spencer et ses successeurs, selon Patrick Thor. Il nous dit, je cite dans son ouvrage de 2022: «Une fois compris le caractère non unitaire, irréductibles divers et dispersé de la conscience au sein du super-organisme communautaire social, cette proposition, une société est un organisme, pourtant indispensable à la biologisation de la formation sociale dont a besoin Spencer pour lui appliquer, par ailleurs, la loi d'élimination naturelle des moins aptes, est purement et simplement rejetée. L'organisme social, discret au lieu d'être concret, asymétrique au lieu d'être symétrique, sensible dans toutes ses unités, donc polycentrique au lieu d'avoir un centre unique, n'est comparable à aucun type particulier d'organisme individuel, animal ou végétal. Bref, cet organisme n'est pas un organisme. Toutefois, même si l'échafaudage analogique s'effondre, les inductions sociologiques qu'il soutenait demeurent pour Spencer miraculeusement valides. C'est, selon Patrick Thor, sur cette ineptie logique qu'est bâti le système philosophique le plus puissant jamais conçu pour opérer la naturalisation du système libéral. L'utilisation de ce geste spencerien de naturalisation de la philosophie sociale, qui sert de support à une économie politique libérale que je spécifie, puisque je ne mets pas comme Patrick Thor dans le même panier tous les libéralismes, une économie libérale critique du rôle socio-économique de l'État, se poursuit tout au long du XXe siècle et culmine dans certains mouvements issus du courant néolibéral. Et notamment, on va voir, proche des amis de la Société du Pèlerin. Heu, alors, je cite cette fois-ci donc les travaux donc, d'Ernst Mayr, donc biologiste, qui, donc célèbre spécialiste aussi, de la réception scientifique, du darwinisme et critique, hein, par ailleurs, de certaines positions, spenceriennes, qui, dans un texte de 1985 cité par Vincent Ortiz dans son article, nous dit: «Toute posture essentialiste se trouve en grande difficulté lorsqu'elle se trouve confrontée au phénomène de variation des pressions de sélection environnementale, postulant que toute déviation trop forte à partir d'un modèle premier serait éliminée, ce qui est contraire, au principe de sélection naturelle décrit par Darwin lui-même». Et donc ce qu'on voit, c'est que l'accroche qu'on a, continuellement, dans l'histoire, de la pensée et de la réception des idées de Spencer et de la diffusion des idées spenceriennes, sur cette idée de sélection survival of the fittest, qui réapparaît toujours plus ou moins sous une forme ou une autre dans les théories de marché contemporaines, notamment au niveau de la sélection des entreprises. On retrouve ça dans la théorie de la start-up. Et bien tout cela, si vous voulez, est en fait le produit d'une interprétation fallacieuse de l'épistémologie darwinienne et notamment de la notion de sélection et de pression de sélection environnementale chez Darwin. Pourquoi? Parce que en fait, Mayer insiste sur le fait que la notion de pression, les pressions de sélection environnementale dans l'épistémologie darwinienne ne sont pas du domaine du prédictible. Il y a enfin, la pression de sélection environnementale, elle correspondrait plus dans la théorie darwinienne à un équivalent dans la théorie de marché contemporaine, qui est ce qu'on appelle la random walk hypothesis, c'est-à-dire quelque chose qui est du domaine de l'inanticipable dans les chocs exogènes ou les mouvements, les variables exogènes qui impactent le marché ou qui même sont à l'intérieur du marché, parfois, les variables. Et donc, ça veut dire que les pressions de variation ne peuvent pas faire partie du domaine de l'anticipable et la mutabilité et les mutations ne sont pas du domaine de l'intégralement formalisable sur le plan d'une anticipation mathématique, statistique ou autre. Donc ça met en cause, c'est ce que souligne Ortiz, au-delà de la notion de progrès, dans la métaphore spencerienne, c'est celle d'équilibre qui est mise en péril par le darwinisme strict. Le darwinisme tel que le conçoit Mayer par exemple, met en danger le physicalisme qui prédomine dans la science économique du 19e siècle, notamment la notion d'auto-adaptation, d'intelligence presque organique du marché sur le mode de cette loi d'adaptation. Symbolisme, physicalisme ou la persistance du schème naturaliste dans la cybernétique. Ce que je veux dire donc par là, c'est, on va passer cette fois-ci à ce qui se passe au XXe siècle et quel est le nouveau geste de prolongement de cette naturalisation de la métaphore biologique. Eh bien, il se trouve au niveau de l'histoire de la théorie cybernétique, où on retrouve une grande tension, hein, dont, par ailleurs, hein, je ne suis pas entièrement un spécialiste, donc je vous renvoie immédiatement aux études de Klein, et notamment le compte-rendu analytique qu'il fait des actes de la Dartmouth Conference on Artificial Intelligence, qu'on considère comme étant un des moments fondateurs au XXe siècle de la théorie de l'intelligence artificielle, où psychologues, neuroscientifiques, physiciens vont discuter, notamment, c'est les premières discussions autour de la notion même de neurones informatiques, hein, je veux dire discussion commune. Hein, bon. Et donc là, on a une tension qui se met en place entre ce qu'on appelle l'IA symbolique et l'IA physicaliste, hein, aujourd'hui. C'est-à-dire
Les physicalistes, de leur côté, vont penser, c'est par exemple von Neumann et Wiener qui vont théoriquement pousser et anticiper un petit peu ces transformations. Elles sont approfondies par des psychologues, Hebb, Rosenblatt et Ashby. C'est l'idée qu'il faut prémodéliser pour avoir une intelligence artificielle vraiment intelligente au sens de auto-apprenante et surtout auto-adaptative sur le modèle de ce qu'ils pensent être l'intelligence humaine. Ils disent il faut une sorte de prémodélisation. Ah, si tu peux revenir en arrière, Eugène. Oui, voilà. Il faut une sorte de prémodélisation du cerveau, de la nature et du fonctionnement biologique général, simplifier des neurones pour construire une représentation formalisée logiquement, puis mathématiquement et ensuite au niveau des sciences de l'ingénieur, informatiquement, un système auto-adaptatif et apprenant. Donc la métaphore biologique, elle est ici première, pour ensuite supporter, la métaphore informatique et ensuite après la généralisation épistémologique, à la société, au système économique, et institutionnel, vient ensuite. Les symbolistes, quant à eux, Alan Newell et Herbert Simon, il n'y a pas que, mais ça fait partie des principaux, notamment dans leurs articles scientifiques sur le sujet. L'hypothèse, en 76 par exemple, l'hypothèse de ces penseurs consiste à définir la notion générale d'intelligence comme une manipulation de symboles dans la veine explicite de Hume, de Leibniz, de Wittgenstein. Je vous propose par ailleurs de lire les articles de Stuart et H.L. Dreyfus, Making a Mind versus Modeling the Brain, qui sont des grands critiques historiques connus de la définition de l'intelligence postulée par les théoriciens de l'intelligence artificielle, qui reviennent justement sur ces filiations philosophiques, notamment par rapport à Leibniz, on peut penser à la Characteristica Universalis, et qui consiste donc à dire l'intelligence c'est avant tout une manipulation de symboles, et ça consiste à définir de façon formelle les catégories opérations de base d'un domaine de connaissance avant de procéder à une formalisation informatique automatisée de l'usage de ces catégories, opérations, ainsi que les méthodes heuristiques permettant au système de répondre de façon autonome aux problèmes. Donc on est dans une définition beaucoup plus formaliste et qui part du principe qu'on ne peut partir a priori que des formes déjà préconstituées de pensée, d'opérations et de symboles avant d'essayer de revenir à une sorte d'implémentation dans la matière, dans l'informatique, dans l'outil technique. Et donc là, c'est a posteriori qu'on va penser le geste de naturalisation en disant de ce que l'on a pu modéliser d'abord mathématiquement, formellement, logiquement, puis ensuite réaliser au niveau informatique, nous allons rétrospectivement faire des inférences sur le fonctionnement du vivant, du biologique, sur le modèle d'une black box d'une certaine manière, on pourrait rétro-ingénierer à partir d'un raisonnement initialement formaliste. Donc, vous n'hésiterez pas à me dire dans la discussion si j'étais assez clair, mais c'est comme ça que je résume un petit peu la tension. Ce que je souligne, c'est que dans les deux cas, on a un geste de naturalisation, soit, pour résumer, a priori, en partant d'une métaphore biologique première, soit a posteriori, à partir de définitions plus formalistes de la pensée. Merci Eugène. Donc là, je vais passer sur le gros de mon développement. Et donc, c'est l'idée que ces réflexions vont avoir pour un point d'aboutissement une influence sur la pensée économique et sur la pensée des institutions économiques de la globalisation. Et c'est d'ailleurs pas moi qui le dis, c'est un grand historien de la pensée économique actuelle qui s'appelle le Quinn Slobodian, qui dans son maître-œuvre, qui s'appelle Globalist, The End of the Empire and the Birth of Neoliberalism, en 2018, montre clairement que les théoriciens néolibéraux ont pensé l'ordre institutionnel de l'économie contemporaine, autrement dit globalisée, donc pour préciser vraiment le contenu historique de ce que je décris, c'est l'indépendance des banques centrales à peu près partout dans les pays de type occidentaux, les règles, l'édiction de normes de gouvernementalité et notamment de bonne gouvernance économique façon modèle occidental avec l'OCDE, l'OMC et la régulation du libre-échange par un ensemble de systèmes d'enchevêtrement des souverainetés par des règles et des sanctions institutionnalisées au niveau mondial, ainsi que la promotion de la liberté de circulation des capitaux. Et je reviendrai sur un autre élément après, notamment autour de l'évasion fiscale, mais ça, c'est un peu un à côté de ma présentation, et qui est présent dans les derniers chapitres de l'œuvre de Quinn Slobodian, qui est très intéressant. Donc cet historien montre clairement que les théoriciens néolibéraux ont pensé cet ordre institutionnel sur un mode antidémocratique, ce sont ces termes, c'est-à-dire méfiant par principe des politiques d'État-providence qui sont jugées responsables des montées d'égoïsme des peuples, d'une augmentation progressive des demandes démocratiques qui risquent toujours de déborder dans une forme de totalitarisme, notamment fasciste ou soviétique, selon ces auteurs, et ce qui risque toujours de faire basculer donc l'ordre libéral dans son envers fasciste ou communiste. Donc, ces derniers mobilisent souvent des concepts issus d'une lecture idéologisée, on pourrait dire, des sciences du vivant, c'est-à-dire une lecture téléonomique des sciences du vivant, dans la lignée directe de leur inspirateur, Friedrich Hayek,
lui-même membre, on peut le rappeler, d'une éminente famille de biologistes. Ici, c'est le concept biologique d'homéostat, et ça, c'est les analyses de Quinn Slobodian que je vous propose, qui va servir de modèle à la pensée économique néolibérale. Je peux citer, juste pour rappeler, parce que c'est intéressant à savoir, que Auguste von Hayek était donc le père de Hayek, était professeur d'histoire naturelle, ornithologue, botaniste, et notamment ce qui est intéressant à creuser, c'est quelque chose que je vais travailler par la suite dans mes recherches, la Styrie et des Balkans. Son grand-père, alors Hayek dit lui-même, je crois qu'il était professeur d'histoire naturelle dans un gymnasium et ornithologue. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est cette notion de relation à l'environnement, et des processus d'adaptation des organismes vivants par rapport à l'environnement, puisqu'on retrouve quelque chose un peu d'assez cher à Spencer, justement, et voire des risques d'essentialisation, qui, au passage, c'est une lecture essentialiste des sciences du vivant appliquées à la société, qui était critiquée par un de ses proches, en la personne de Schrödinger lui-même. Je vous invite à lire l'édition de 2017, justement, de Cambridge University Press, de The Sensory Order, où l'éditeur de l'édition 2017 a fait un travail remarquable dans les correspondances de Hayek, où on voit toutes les critiques que Popper, que Schrödinger et même, je crois, von Neumann ont adressées sur un mode un peu comment dire, amical, tout en étant un peu franc, à Hayek sur le thème ton physicalisme est en fait une forme d'essentialisme, et la plupart d'entre eux rejetaient le parallélisme psychophysique que lui-même essayait de construire, et même une certaine lecture des lois de fonctionnement du monde physique. Je peux dire juste que ce qui est important, et notamment dans la théorie hayekienne, c'est qu'il était en discussion avec certains penseurs de l'histoire de la cybernétique, et on pourrait dire que ce domaine de pensée, ces débats sur nature, informatique, généralisation de ces métaphores à la pensée sociale, ça a inspiré le passage de ce qu'on appelle la première cybernétique à la seconde cybernétique, entre autres. Il y a beaucoup d'éléments, mais ça fait partie des éléments. Et donc, c'est quoi le passage de la première à la seconde? C'est que la deuxième cybernétique par rapport à la première va penser vraiment la question de la complexité, c'est-à-dire les systèmes auto-adaptatifs en milieu ouvert, et non pas à partir de circuits fermés d'informations et d'adaptation à des jeux fermés de contraintes et de variables. Et donc, c'est aussi la généralisation, notamment aux sciences sociales, économiques et aux relations internationales, qui va se faire d'ailleurs, ce que montre très bien l'historienne Sonia Madae, sous la pression du complexe militaro-industriel des pays occidentaux, qui ont tous développé des programmes, y compris et surtout dans les relations internationales et la pensée économique, liés justement à cette seconde cybernétique. Je renvoie également aux analyses de Michel Bourdieu. Bon, alors du coup, je vais passer à la suite. Donc, l'utilisation de ce concept biologique d'homéostat par l'économie politique néolibérale ne peut se comprendre que par le truchement de la pensée cybernétique, qui utilise régulièrement les analogies croisées, comme on l'a vu, entre sciences du vivant et informatique, pour penser les modèles conceptuels à partir desquels la formulation mathématique des machines devient possible. William Ross Ashby, 1903-1972, est l'un des pionniers de la théorie des systèmes auto-adaptatifs. Il est cité par Ludwig von Bertalanffy, donc un des modèles de Hayek aussi, comme source d'inspiration de la théorie des systèmes, qui prétend généraliser les acquis du mouvement cybernétique à d'autres champs épistémologiques en suivant une logique d'interaction plus complexe, comme je vous le disais. Ashby se fait ainsi reconnaître comme le psychologue, mathématicien et informaticien pionnier de l'usage systémique de la notion biologique d'homéostat. Cette dernière ne décrit plus de façon superficielle la seule faculté auto-adaptative des organismes vivants, de leurs organes sous-systèmes et de leur système nerveux central, mais décrit également, alors attendez parce que là je ne vois pas bien, de leur système nerveux central qu'on peut appeler système maître, mais devient pour Ashby le nom d'une véritable expérience de pensée amenée à formaliser le cadre conceptuel nécessaire à la création de machines informatiques véritablement autonomes, donc ne nécessitant pas d'être reprogrammées en permanence pour pouvoir fonctionner en continu, machines qui doivent améliorer en retour la compréhension de la black box, boîte noire du vivant. On peut passer à la suite, merci. Donc l'article en particulier auquel je vais me référer, donc ça commence bien avant, c'est dans les années 40, et notamment vous avez accès pas à tous ces textes, mais notamment à ces carnets qui sont extrêmement précieux en ligne sur le site des archives Ross Ashby, qui sont passionnants. Donc on voit que c'est une réflexion qui commence même plutôt dans les années 40 à vraiment prendre de l'ampleur, mais en 1962, il y a un article qui résume parfaitement l'essentiel de ces thèses, qui s'appelle Principles
of the Self-Organizing System. Et donc, on a, qui a été édité d'ailleurs par Von Forster, autre grand pionnier de la deuxième cybernétique. Et on a donc l'approche d'Ashby ici qui continue de faire des émules dans la communauté des informaticiens qui vise par exemple à supplanter les approches traditionnelles de la biologie théorique. Et donc là, je vous renvoie à des travaux assez récents donc du réseau international de chercheurs en intelligence artificielle NeurIPS, notamment à l'université de Tokyo, Naoto Yoshida, Tatsuya Daikoku, Yukie Nagai et Yasuo Miyoshi, qui font des expériences donc, de ce qu'ils appellent embodiment perspective, c'est-à-dire c'est des informaticiens qui prétendent parvenir à des inférences ou des théories sur le fonctionnement général du vivant à partir d'un raisonnement complètement informatique, en modélisant informatiquement des créatures vivantes, alors de manière beaucoup plus complexe encore que The Game of Life, hein, où en fait l'enjeu c'est qu'ils vont donner un certain nombre de variables, ils vont donner aussi une température corporelle à la créature informatique artificielle qu'ils créent, et ils vont la constituer à partir de réseaux de neurones, et sur le modèle de l'homéostat de Ross Ashby. Et leur enjeu, c'est ensuite, une fois qu'ils ont modélisé cette petite créature autonome, qui souvent ressemble à une espèce de petite araignée qui mange des boules bleues ou rouges, qui bouge ou ne bouge pas pour réguler justement de manière homéostatique, c'est-à-dire auto-équilibrante, sa température corporelle et son niveau d'énergie. Et en fait, ce qu'ils font après, c'est qu'ils font des espèces de plongées à l'intérieur du entre guillemets, champ de vision autonome de cet individu artificiel, de cet organisme vivant artificiel, et qui vont regarder les pointes de ce qu'on appelle la saliency, de science, les patterns spécifiques du champ de vision, hein, qui ressemble un peu à un truc, voilà, un peu, comment on appelle, vision infrarouge, quoi, ça donne des images en vision infrarouge. Donc, et ils regardent des points de science pour voir si ça correspond à un comportement complètement hasardeux ou si on peut repérer des patterns, ce qui semblerait suggérer qu'on peut voilà, voir à l'œuvre un comportement adaptatif proche de l'organisme vivant. Et évidemment, leur recherche a comme horizon l'idée de pouvoir potentiellement reconstruire sur un mode totalement artificiel un point de vue subjectif et des manières d'étudier subjectivement voilà, certaines formes d'organismes artificiels qui permettraient potentiellement, en complexification des modèles, d'atteindre à des reproductions de points de vue subjectifs d'organismes vivants et leur modèle d'auto-adaptation. C'est très intéressant de mentionner ici que c'est une sorte de réponse des années plus tard par l'informatique à l'article célèbre, je crois que c'est de Daniel Dennett, hein, What it is like to be a bat. Qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris, qui pensait, voilà, est-il possible ou pas d'imaginer une sorte de phénoménologie précise, voilà, de ce que seraient justement les autres espèces. Donc ça rebat un petit peu aussi un certain nombre de débats d'épistémologie de ce côté-là. Ashby a donc répandu, donc voilà, je vous ai mis une référence sur le passage de la première à la seconde cybernétique. Christian Girard, je vous laisserai regarder. Ashby a donc répandu jusque dans les sciences économiques, dans les travaux par exemple d'Herbert Simon, grand économiste et aussi théoricien d'ailleurs de l'intelligence artificielle, le concept d'homéostasie, équilibre des fonctions vitales de la vie par un appareil théorique qui, quant à lui, s'appelle l'homéostat et qui présente cette caractéristique nouvelle dans les années 50 de combattre des interventions destinées à perturber le fonctionnement. La machine rééquilibre dans une position fixe des plaquettes soumises à des courants contradictoires dans des bains acides, entraînant des variations de position qu'elle corrige elle-même pour amener l'ensemble à une position moyenne fixe. Alors, pour que ce soit un petit peu plus clair, je vous ai trouvé dans le court-métrage de Jean-Marie Piquin, que vous pouvez trouver sur Vimeo, la démonstration du fonctionnement de l'homéostat. Donc, à gauche, vous avez la machine de Ross Ashby, et à droite, vous avez un petit dessin d'illustration. Donc, pour faire très simple, vous avez ici, donc, en haut de la machine, vous voyez le petit bain acide avec la petite plaque électrosensible qui bouge. Donc, ça, c'est le système A, on pourrait dire, qui bouge en fonction donc, de ces courants et dans ce bain, voilà. Et en fait, en dessous, vous avez ce qu'on peut appeler le système B, donc système subordonné, qui lui bouge en rapport avec une extrême sensibilité, en rapport avec les mouvements du premier système. Comme le premier système est comment dire, affecté par l'ensemble des autres plaquettes mouvantes, hein, et bien du coup il y a souvent un déséquilibre qui se produit et l'hypersensibilité du système B va finir par en retour prendre le contrôle sur le système A pour essayer de le ramener à une position d'équilibre. Autrement dit, le petit sous-système B, au bout d'un moment, détectant une hypervariabilité, une hypersensibilité du positionnement des plaquettes, se met à prendre
le relais pour essayer de trouver une position d'équilibre. Et donc, le système s'autorégule et s'auto-perturbe en permanence. Et donc, change de position d'équilibre à une nouvelle position d'équilibre. Et ça, il faut bien avoir en tête que c'est avec notamment ce type de représentation qu'ont été pensées en partie les organisations internationales et surtout, dès le départ, l'analogie avec le vivant est omniprésente. Hein, donc, voilà. Donc, la loi de variété requise, c'est ce qui explique, c'est la théorisation de ce phénomène, selon Ashby. Il l'a défini de la manière suivante. La variété, c'est le dénombrement de la quantité de comportements et d'états différents mesurés par un système donné. Et pour qu'un système A puisse contrôler, à la fois surveiller dans la signification française et commander, hein, dans la signification anglaise, un système B, il faut et il suffit que la variété de A soit supérieure ou au moins égale à celle de B. Il s'ensuit donc une inversion de contrôle, au contraire, quand la variété du commandé, de B, augmente et dépasse celle du commandeur, d'où l'idée d'hypersensibilité du sous-système. Cette compréhension de la relation dialectique qui est quasi hegelienne entre le système maître et le ou les sous-systèmes sous son contrôle dans une relation homéostatique a profondément inspiré Hayek lui-même, hein, qui cite évidemment Ashby dans The Sensory Order, donc notamment la théorie de l'ordre économique international et de la concurrence comme métanorme organisationnelle dans laquelle les velléités centralisatrices des États-nations, organisateurs en première instance de l'ordre juridique local et international, sont encastrées dans un système global autorégulateur fixé au niveau des sous-systèmes, l'application des métanormes des institutions globales à travers la compétition salariale ou normative, ce que le juriste Alain Suppiot appelle le law market, favorable évidemment, vous le savez bien, aux multinationales qui choisissent de s'établir dans les pays où les juridictions, notamment en matière de droit du travail et de droit fiscal, sont les plus avantageuses, ce qui détruit de l'intérieur les capacités régulatrices et coercitives des États-nations et des États-providence et démocratiques traditionnels. Donc là, on a vraiment un parallélisme entre le système B et le système A de l'homéostat, avec l'idée qu'il y a un ensemble de règles générales du système A au niveau du système international, OMC, indépendance des banques centrales, etc., normes de bonne gouvernance au CDE. On a un système de normes qui ensuite, après, s'auto-adapte et s'auto-régule de façon antidémocratique, pour aller au point de Queen Slobodian, en disant on va, au niveau vertical, on a ces organisations, et puis au niveau horizontal, on a la norme généralisée partout dans le corps social de manière un peu ruisselante, à toutes les échelles de la société, de la concurrence et du marché, pour réguler justement les excès démocratiques. On se rappelle, hein, je ne mentionne plus les phrases de Moscovici sur les marchés et la démocratie italienne, hein, même si évidemment c'était des partis qu'on peut tout à fait critiquer et détester pour de très bonnes raisons. En tout cas, cette présence n'est pas neutre de discours finalement de type les marchés vont réguler la démocratie au sein des institutions de gouvernance internationale, européenne en particulier, parce que justement c'est à l'intérieur de la matrice intellectuelle de certains des concepteurs de cet ordre international. Bon, merci Eugène. La gouvernance internationale européenne donc relève de cette logique et donc c'est ce que montre Quinn Slobodian, et il appelle cette logique que je vous ai résumée l'ordo-globalisme, puisque ici il s'agit de penser non pas en général, ce qui peut être le problème d'un certain nombre de théories critiques, le néolibéralisme qu'on entend, on ne sait plus quoi en faire. Non, là c'est une analyse spécifique de la façon avec laquelle, en particulier le système européen, même si c'est le système à partir de ce qu'on appelle l'ordolibéralisme allemand et aussi d'inspiration autrichienne, a constitué comme ordre institutionnel et financier mondial, avec d'ailleurs, ce que montre cet original aussi Slobodian, une relative, comment dire, ou plutôt une relative, presque une dimension velléitaire aussi hein, des représentants politiques et économiques européens, et pas seulement des Américains, comme on a l'habitude de le dire régulièrement. Bref, on peut passer à la suite, Eugène, je crois. Merci. Donc Slobodian identifie une tendance de fond derrière les discours de ces théoriciens, et c'est intéressant parce que ça, par rapport au modèle de l'homéostat, ça donne un contenu aussi historique intéressant hein, pour mettre en perspective cette vision-là qu'ils ont. En particulier, ce que je vous montrerai, c'est que le théoricien clé pour comprendre ces transformations institutionnelles, qui cite la notion d'homéostat dans son dialogue et ses correspondances et ses textes personnels avec Hayek, c'est Yann Tumlir, l'un des premiers dirigeants, secrétaire général auprès des Nations Unies pour le GATT, hein, donc le General Agreement on Tariffs and Trades, donc très important, qui va inaugurer après les régulations du commerce mondial avec l'OMC, entre autres. Et donc, ces gens-là se réclament exactement de ces concepts d'autorégulation homéostatique.
Et alors, il y a un autre élément qui est intéressant, que mentionne Queen Slobodian en rapport avec l'homéostase, c'est la nostalgie, quelquefois explicite, dans le cas de textes, par exemple, de Hans Wilgeroth, c'est un grand économiste, neveu de Wilhelm Röpke, fondateur de l'ordolibéralisme, Röpke, ami de Hayek, ou bien Deepak Lal, c'est un économiste anglo-indien qui a eu une influence en France, puisqu'il était professeur honoris causa à l'université d'Aix-Marseille, me semble-t-il, et donc qui avait un peu une importance. Et donc, ces théoriciens, donc, je suis en France, et donc ces théoriciens, si vous voulez, explicitent dans leurs textes, dans leur production, une nostalgie de l'ordre impérial du Saint-Empire romain germanique, et notamment ces systèmes de contraintes infligés aux velléités politiques des États-nations. On retrouve cette logique d'enchâssement des souverainetés les unes dans les autres pour empêcher que l'État-nation démocratique et les demandes démocratiques des États-nations traditionnels ne fassent déborder, encore une fois, les demandes de protection sociale, de hausse des salaires, vers une socialisation totale de l'économie, ce qui, selon eux, serait véritablement le lit du totalitarisme. Le modèle de l'Empire est révélateur, puisqu'il est revendiqué ici, quant au sens de cette théorie politique de l'économie qui vise à extraire de la délibération démocratique l'ordre juridique et institutionnel qui touche à l'économie. Et il n'est pas innocent que ce modèle politique post-national et impérial, dans sa formulation euphémisée, se retrouve sous la plume de théoriciens plus marqués à gauche radicale, comme Negri et Hart, hein, dans le livre éponyme. Negri et Hart qui servent eux-mêmes de source d'inspiration aux théoriciens de l'État-plateforme contemporain, notamment en France, Verdier, Péziardi, on peut penser aussi à Collin et à Laura Letourneau, qui s'inscrivent dans cette actualisation numérique de cet héritage globaliste, quand bien même ils en sont plus ou moins conscients ou inconscients. Nous allons voir ici que l'idée d'enchâssement des souverainetés dans un ordre juridico-économique international, dont le paradigme est l'empire, hors de toute atteinte démocratique, ainsi que la régulation intranationale, comme je le disais tout à l'heure, par la concurrence et l'individualisation des politiques sociales, eh bien, perpétue cette vision ordo-globaliste au cœur des économies européennes contemporaines, où la post-politique se définit précisément à partir de cette idée biologique d'homéostasie et de régulation du système maître par l'intégration dans les sous-systèmes de la concurrence à tous les niveaux. On peut voir, je vous recommande également, Prisoners of Reason de Sonia Amadei, qui est donc une chercheuse spécialiste de l'émergence des théories du public choice et qui, dans ses ouvrages, montre comment, elle a d'ailleurs, c'est intéressant à le souligner, été remarquée et saluée par Buchanan lui-même, un des pères fondateurs de la théorie du public choice qu'a porté Ronald Reagan au pouvoir. Et donc, si vous voulez, ce qu'elle montre, c'est que des théoriciens parfois aussi remarquables, hein, de mon point de vue, comme Galbraith, est progressiste sur bien des plans, hein, sur le point de vue qu'il pouvait avoir sur l'intervention de l'État sur l'économie, ont été eux-mêmes, en quelque sorte, si je puis dire, influencée par une sorte d'anticommunisme un peu maladif. Elle-même, Sonia Amadé, n'est pas marxiste ni communiste, elle est plutôt social-démocrate d'origine scandinave et donc plutôt rooseveltienne, on pourrait dire, dans son inspiration et idéologique. Et ce qu'elle montre, c'est qu'il y a eu un empêchement par une coalition d'acteurs pourtant très différents sur le champ politique, un empêchement de ce qu'elle appelle les constructions organiques de l'État libéral, social-libéral, d'inspiration rooseveltienne, par la peur du communisme, y compris, donc je répète, chez des gens comme Galbraith, et qui a abouti, si vous voulez, donc à une concordance entre l'histoire de la cybernétique, selon elle, l'histoire de la raison d'État de la guerre froide, de développement de la Rand Corporation, etc., et la naturalisation et l'informatisation des métaphores de théorie du marché, qui tout avaient en commun l'idée qu'il fallait réguler la démocratie sociale par les marchés. Voilà, je fais un peu caricatural, mais en tout cas, la démonstration est beaucoup plus précise et détaillée dans le livre de Sonia Madej. Voilà, je vous ai mis les biographies de Wilgeroth, Röpke, donc juste pour insister peut-être sur le fait que Röpke et Wilgeroth étaient donc fondateurs de l'ordolibéralisme et ils avaient en commun le fait d'apprécier la notion d'ordre spontané du marché, justement, penser à la fois sur le modèle de la biologie et des systèmes informatiques par Hayek, et que cette notion d'ordre spontané du marché culmine notamment dans la pensée hayekienne qui a été du coup implémentée dans les institutions par l'influence directe ou indirecte de ces économistes. Cet ordre spontané du marché correspond à la notion hayekienne de catalaxie ou de principe d'auto-organisation spontanée qu'il prétendait découvrir dans son analyse du vivant, et notamment dans The Sensory Order, dans son analyse du passage de la perception sensorielle aux manipulations de symboles psychologiques, aux actes mentaux complexes, sur un modèle émergentiste.
On peut passer à la suite, Eugène. Voilà, Deepak Lal, donc pareil, c'était professeur à Oxford, voilà, tout ça, voilà. Donc celui sur lequel je vais peut-être juste insister, Yann Tumlir en particulier, donc directeur 1967-1985 du secrétariat des Nations Unies pour le General Agreement on Tariff Trade, je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment celui qui va penser sur le modèle de l'homéostat, le rôle de l'OMC. C'est la démonstration, une fois encore, de Quinn Slobodian dans le dernier chapitre de Globalist. Tim O'Reilly, c'est le fondateur de la notion de government as a platform. On y reviendra peut-être dans la conversation, et c'est ce que je tiens, moi, pour être la version contemporaine, la forme actualisée de la naturalisation d'une certaine conception du marché comme mode d'auto-organisation spontanée de la société, et notamment pensée à partir des modèles informatiques, et qui appelle une certaine dissolution de l'État dans les processus de numérisation. Hein, ça, on pourra peut-être y revenir dans la conversation après la présentation. Et donc, oui, je ne m'attarde pas là-dessus. J'aimerais quand même voilà, terminer sur l'analyse que je reprends en partie de Slobodian. Ce que Slobodian appelle le turn to law, c'est justement le fait que cette architecture-là, elle est passée par de la théorie économique aux institutions par la juridicisation, qui est très caractéristique de l'ordolibéralisme, puisqu'il est aussi en partie héritier des traditions juridiques allemandes, notamment les questions de, de hiérarchie des normes d'inspiration parfois kelsenienne. Et donc, on a, si vous voulez, cette idée que c'est par le droit qu'on va pouvoir passer de la pensée strictement psychologique ou scientifique ou économique à une mise en place, une matérialisation institutionnelle de ces normes. Et donc, on a notamment autour des experts juridiques du GATT, Yann Tumlir en premier lieu, cette adoration du modèle homéostatique hayekien, une discussion directe avec Hayek dans la réflexion sur l'élaboration de ces institutions. Je tiens à préciser que ça ne s'est pas produit que pour le GATT. Notamment dans les réunions à San Francisco préparatoires à l'Organisation des Nations Unies, à l'élaboration du modèle de l'Organisation des Nations Unies dans la post-seconde guerre mondiale, vous avez eu déjà Karl Deutsch, que Eugène connaît bien, qui pourra vous en dire aussi quelques mots sans doute plus précis que moi, puisqu'il le connaît un peu mieux. Vous avez Karl Deutsch, qui est un théoricien des relations internationales très important, proche de Brzezinski, qui a joué un rôle très important dans les institutions américaines, et qui était un des mandatés américains pour l'organisation de ce qu'allaient devenir les Nations Unies. J'ai retrouvé les archives qui sont consultables en ligne de ces travaux préparatoires. Et dès le début de sa carrière en relations internationales, en diplomatie, Karl Deutsch s'inspire immédiatement du modèle cybernétique et de l'idée de régulation de l'ordre systémique mondial. La notion même d'architecture de sécurité qu'il a pu mettre en circulation dans le débat public et que Brzezinski lui-même a conceptualisé très brillamment, c'est-à-dire notamment, on en a vu la conséquence dans la géopolitique occidentale et américaine, particulièrement au Proche-Orient, c'est cette idée d'enchâssement des souverainetés pour parvenir à la paix, de dépendance mutuelle. Mais cette logique est tout de même questionnable sur le plan démocratique, puisque le point de départ est de dire que la stabilisation de l'ordre international, aussi bien économique que géopolitique, va passer par un modèle homéostatique dont le fondement est la sanction, la régulation de l'échelon apparemment le plus démocratique, qui est tout de même la représentation nationale et l'État-nation, dont la légitimité découle de cette représentation élue et légitimée par la volonté du peuple. Et donc, on a tout de même cette ambiguïté démocratique des grandes théories tout à fait remarquables et brillantes par ailleurs, de l'État et des relations internationales et de la place de l'État dans les relations internationales, aussi bien au niveau économique qu'au niveau géopolitique. Et ça, je renvoie notamment aux analyses de Nicolas Guillot dans son article remarquable Cyborg Pantocrator pour s'en rendre compte. Voilà. Je voudrais juste insister sur un dernier point, donc je vais parler de Tumlir. L'aspect vertical, l'aspect institutionnel, l'aspect horizontal, la répartition de ces normes, l'internalisation de ces normes dans les sous-systèmes, voilà, et bien au niveau de la concurrence notamment. Mais j'aimerais insister également sur le New Public Management. Quel peut être le contenu concret de cette autorégulation, de ce système B par rapport au système A institutionnel? Pour moi, et notamment c'est ce que j'ai découvert dans l'enquête Consultocratie,
qu'a mentionné Eugène précédemment, c'est qu'en fait, le New Public Management a été pensé dans une perspective justement d'enchâssement des souverainetés et de régulation de la démocratie, et notamment de sa dimension liée à l'État-providence, quoi. Et ça a été pensé comme tel, c'est ce qu'ont montré les sociologues Pierre Grémion et Isabelle Bérébi-Hoffmann dans un article remarquable sur le sujet, au début des années 2000. Michel Crozier, donc le grand sociologue des organisations français, qui a vraiment été l'importateur des doctrines du New Public Management en France et en Europe. Hein, Michel Crozier, il a été membre d'un rapport, enfin de l'élaboration, une commission d'élaboration d'un rapport avec Joji Watanuki et ni plus ni moins que Samuel Huntington himself, dans lequel il explicite que le New Public Management, sous la figure du remplacement, ce sont ces termes exacts, du technocrate énarque traditionnel, donc du haut fonctionnaire, par le consultant privé, consultant en management et en sciences des organisations. C'est la phrase exacte, hein, terme exact de Michel Crozier dans ce rapport. C'est la condition de possibilité d'un nouvel ordre international, aussi fascinant que ça puisse paraître, parce qu'en fait, c'est en mettant les théoriciens du management moderne, du transfert des logiques entrepreneuriales et de marché à l'intérieur, y compris des services publics et des institutions publiques, qu'on va pouvoir privatiser au sens de ouvrir des marchés publics et des institutions, des industries, des services publics à soit des capitaux, soit des entreprises surtout étrangères, et pour les intégrer de l'orbite soviétique ou non alignée à l'orbite occidentale. C'est pour ça que c'est coécrit entre Michel Crozier et Samuel Huntington. C'est qu'ici, la question du New Public Management est complètement articulée à la globalisation économique en tant qu'elle est pensée comme étant le marché plus la démocratie contre le totalitarisme d'inspiration soviétique, socialiste et tiers-mondiste. Et donc l'enjeu, c'est de dire le NPM, qui va forcément avoir pour conséquence de voilà, dégraisser le mammouth, hein, dit vulgairement, hein, vous vous souvenez de l'expression notre ministre de l'Éducation nationale de l'époque, qui était donc de dire c'est par l'intériorisation dans le sous-système et les sous-systèmes de l'État et des services publics et des industries, à l'époque encore contrôlées par l'État, c'est par cette libéralisation et cette intériorisation au sein de l'État de la logique de marché par le New Public Management qu'on va intégrer, notamment par l'externalisation au niveau des consultants privés en organisation, qu'on va avoir, de l'expertise et de l'élaboration des politiques publiques, qu'on va avoir la possibilité de privatisation massive qui vont permettre l'enchâssement des souverainetés économiques et donc politiques des États dans un nouvel ordre global favorable à la pacification et à la démocratisation du monde. Donc il y a une espèce d'articulation ici de la logique d'enchâssement des souverainetés économiques, politiques et l'idée de fin de l'histoire, en fait, un petit peu, on pourrait dire, comment dire, s'anticipe ici même par rapport à cette logique homéostatique, encore une fois. Voilà, donc je pense qu'on peut passer à la suite, Eugène. J'essaie peut-être d'accélérer un peu, je ne sais pas combien il reste de voilà. Donc ça, comme je l'ai dit, donc on a cette dimension homéostatique aussi du New Public Management pensée par Michel Crozier, qui vise à brimer la surcharge démocratique, parce que ce qui est scandaleux dans ce rapport, et c'est pour ça qu'il a fait couler beaucoup d'encre, notamment chez les chercheurs en sciences sociales, c'est parce que dans ce rapport, Crozier, Huntington et Watanuki explicite, ça a d'ailleurs provoqué une réaction de Jürgen Habermas lui-même, hein, dans l'article qui s'appelle La crise de l'État-providence. Habermas rappelle que les rapports, et ce rapport en particulier de la tricontinentale, mentionne un lien de cause à effet entre montée des radicalités politiques, déjà, l'idée de montée des extrêmes, et État-providence, et fait une corrélation que Habermas lui-même jugeait complètement réactionnaire entre l'idée d'État-providence et l'idée de montée ce qu'on appelle aujourd'hui populisme, avec un terme un peu valise par ailleurs. On a donc ici, d'ores et déjà, une corrélation qui peut être réputée fallacieuse, que certains, notamment Sonia Amadé, montrent qu'elle est vraiment idéologique et pas voilà, et motivée d'abord et avant tout par un souci, comment dire, idéologique avant d'être motivée par des soucis empiriques ou démonstratifs. Et on a donc ça qui est effectivement au cœur de la réflexion des années 80-90 dans la gestion des affaires publiques de l'État et de la constitution d'un ordre global économique dont nous héritons et qu'on voit également en crise aujourd'hui, et notamment nommément depuis 2008, et puis les conséquences de 2008, le retour d'une intervention, si ce n'est directe, en tout cas indirecte, par les banques centrales ou par les États, même si c'est à travers des baisses d'impôts plutôt que de l'investissement productif, quoique c'est à moduler en fonction des États considérés.
Donc là, ici, ce que ça veut dire pour nous concrètement, c'est que les termes que nous entendons tous les jours dans nos métiers, flexibilité, adaptabilité, agilité, sont d'ailleurs, c'est important de le mentionner, au niveau de la théorie du management, les termes de flexibilité, d'agilité sont liés au management du développement informatique. Ce sont des termes qui viennent des ressources humaines, du management, du monde informatique au départ, et qui ont été transférés du monde informatique vers le monde, managérial plus large, du salariat en général. Et deviennent les mots-clés d'un régime de gouvernance global aussi bien que local, qui doit assurer la permanence, selon moi, d'un ordre qualifié de post-politique ou post-démocratique par de nombreux chercheurs. Je pense notamment aux travaux de David Bates, je pense également aux travaux d'Ernesto Laclau ou de Chantal Mouffe, mais on peut bien évidemment discuter de tout ça après. Mais en tous les cas, l'idée pour moi, c'est que le sous-système managérial est chargé de reprendre la main sur donc le système maître-État en cas de dérèglement de la dynamique anticipée. Et on voit bien, par exemple, à l'hôpital, les différentes enquêtes nous montrent, ou le travail même du sociologue Frédéric Pierru, que les consultants sont chargés de, au fond aussi, hein, faire taire la contestation interne du manque de moyens ou du mode de gestion général des hôpitaux par la Yardstick Competition et l'ONDAM, qui de toute façon sont en train d'être, et la tarification à l'acte, qui de toute façon sont en train d'être remis en cause, y compris par la technostructure elle-même. Aujourd'hui, je voudrais conclure sur l'idée qu'il y a une crise du point de vue organiciste et cybernétique, notamment vis-à-vis de la théorie du marché. Alors, c'est pas tant qu'on bascule forcément vers un consensus de ce que je perçois par les historiens de la pensée économique, que ce soit Philippe Mirowski ou autre. On n'est pas forcément dans un consensus pour aller vers ce qu'on appelait avant la théorie du random walk, c'est-à-dire de la marche au hasard, comme si rien ne pouvait véritablement être anticipé de la conduite du prix des actions sur les marchés ou du prix des actifs sur les marchés. C'est plutôt de dire qu'en fait, on a un retour parfois et même toute une partie de l'économie comportementaliste contemporaine, y compris quand elle est appliquée au marché, commence à vraiment s'imposer, et surtout depuis la crise de 2008, et pour dire il n'y a pas d'ordre spontané, et il n'y a surtout pas, on pourrait dire, comment dire, il n'y a pas une rationalité spontanée et homéostatique en fait des marchés financiers, et donc in fine, puisque c'est le cœur de toutes ces théories de la gouvernance et pas, économique et juridique, et pas seulement financière, il n'y a pas d'homéostasie, il n'y a pas d'autorégulation. On a beaucoup plus en fait des phénomènes qui sont anticipables qu'au niveau micro et qui reposent sur les attentes et les perceptions psychologiques des acteurs, hein. Et donc là, je voudrais renvoyer à un article que j'ai trouvé remarquable de Daniele Guizzo, qui s'appelle O elemento postmoderno do discurso keynesiano. Donc, je ne l'ai trouvé qu'en portugais, hein, malheureusement, mais c'est assez lisible pour un locuteur latin, je vous assure. Vous pouvez le trouver sur les différentes plateformes. Je l'ai trouvé facilement sur Academia. Donc, on a ici dans cet article un point de vue très intéressant de l'auteur qui va prendre les conséquences philosophiques des thèses de Keynes, notamment sur la théorie en particulier des esprits animaux, dans la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, où Keynes anticipe déjà que peut-être qu'en fait, vraiment, cette idée qu'on pourrait complètement anticiper, il était très méfiant, comme vous le savez, de l'économétrie, qu'il y aurait un ordre spontané, une rationalité spontanée des marchés, et que tout ça pourrait être du domaine de l'anticipable, et que c'est ça qui permettrait d'avoir une stabilité institutionnelle et politique in fine. Il en était très méfiant et il pensait que finalement, c'était peut-être beaucoup plus à une théorie psychosociale des anticipations de marché et de la psychologie des acteurs et des agents économiques qu'il fallait se tourner pour comprendre un peu plus les mécanismes de marché et comprendre la nature parfois foncièrement spéculative de certains mouvements macroéconomiques qu'on peut constater. On peut encore le constater notamment, et toute l'économie du Web 3.0 il n'y a pas très longtemps encore. On a également, donc, pour montrer que c'est une théorie qui est aujourd'hui un petit peu le vent en poupe, on a Michael Lenné récemment en France en 2018 qui nous propose une théorie, une reprise de la théorie des esprits animaux keynésienne, avec un essai sur l'anticipation investissement des entrepreneurs qui est paru aux éditions Classiques Garnier. Donc je vous invite aussi à regarder, je saurais trop vous le restituer évidemment avec précision, étant donné aussi que voilà, il y a toute une démonstration économétrique qui excède aussi largement mon champ de compétences ici.
L'hypothèse de l'efficience de marché ne fonctionne qu'au niveau micro, par ailleurs, selon le prix Nobel d'économie Paul Samuelson, ce qui tendrait à réfuter l'idée de Hayek, en fait, hein, aussi, hein, et donc l'idée générale sur laquelle est bâti notre monde socio-économique et démocratique. Ce constat réhabilite une lecture psychologique comportementale du marché dans la veine de Keynes, Herbert Simon, par ailleurs, Thaler et Sunstein, et permet d'expliquer en partie la résistance de bulles spéculatives ou de martingales algorithmiques suscitées par des asymétries d'information importantes entre les acteurs. Et je voudrais citer à l'appui de cette idée la performance exceptionnelle qu'on a encore constatée l'année passée, hein, de certains fonds particuliers qui sont un petit peu des légendes, hein, du milieu des marchés financiers, notamment le fonds spéculatif Renaissance Technologies, fondé en 82 par le mathématicien James Simon, qui en 2021 affichait un rendement net de 48%, donc qui excède complètement les prix, les moyennes de marché, bat le marché, comme on dit, alors que normalement les théories du marché efficient, autorégulés, etc., disent que c'est pas possible. Et en fait, il y en a plein des fonds comme ça. Il y a Quant aussi, hein, donc avec le fondateur Didi Shawn, qui est pourtant un grand partisan des théories de marché parfait, marché efficient, participe à la modélisation de patterns fantômes. Donc je vais donner un exemple, c'est par exemple où il y a des micro-crises de liquidité, parfois complètement invisibles pour les acteurs inattentifs, liées à la volonté au premier abord non anticipable de propriétaires de titres, par exemple, de retirer leurs fonds pour payer les études à leurs enfants. On dirait qu'il n'y a pas de saisonnalité sur un acte aussi arbitraire, par exemple. Mais en fait, ces mathématiciens brillants parviennent à trouver des formes de corrélation, voilà, micro-corrélation, qui, une fois mises à jour, permettent la spéculation sur des actifs cibles intéressants pour le reste des financiers. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir, est-ce que ça c'est le récit qu'ils nous font, est-ce que ça marche vraiment comme ça, ou est-ce qu'il y a aussi un jeu avec une part d'opacité, de mystère et de marketing sur laquelle ils jouent aussi par rapport à ces anticipations économiques. Tout ça, justement, est un peu ambigu sur le statut de ces acteurs. Toujours est-il que ce que ça montre, c'est la thèse de Paul Samuelson plutôt, c'est-à-dire c'est au niveau micro et pas au niveau macro, c'est pas au niveau de l'ensemble de la structure où tous les acteurs finiraient, où l'investisseur moyen finirait par avoir un taux de rentabilité imbattable. Ben non, c'est vraiment au niveau micro, et donc ça ne va pas du tout avec l'idée d'ordre spontané. Au contraire, il y aurait plutôt l'idée d'un ordre cryptique et d'asymétrie d'informations importantes. Donc le marché ne serait pas, comme le pensait Hayek, l'agrégateur, soit sous la forme d'un superordinateur ou d'un superorganisme, ultime de l'information au niveau global de l'organisation sociale. Ça ne fonctionne pas. La modélisation informatique des anticipations et la persistance de la croyance théorique dans l'efficient market hypothesis, c'est un petit peu en tension justement par rapport à ce que je viens de vous dire. Notamment, l'hypothèse du marché efficient, elle sert aussi à dire qu'il n'y a pas de spéculation possible, puisqu'en fait, à terme, c'est toujours le marché qui va battre celui qui veut faire un coup, etc. Donc le marché est forcément presque, et même autorégulateur en un sens presque moral, hein. Et en fait, avec l'idée que tout le monde finirait par tout savoir toujours. Et le signal prix, donc ici, correspondrait à la théorie que Hayek voilà, espérait. Et ça ne marche pas, selon l'économiste Nicolas Boulot, parce que selon lui, hein, je résume très grossièrement sa pensée, notamment vous pouvez écouter sa conférence passionnante « Marché financier, ressources renouvelables » au séminaire ingénieur et transition à PSL Minparitech de 2020, où il explique qu'en fait, il a travaillé avec André Orléans, donc c'est un mathématicien économiste voilà, très brillant, hétérodoxe, et qui, si vous voulez, dit qu'en fait, le système de marché actuel repose sur des logiques de spéculation autophage, on pourrait dire. Autrement dit, pour le dire simplement, on a cette recherche, hein, par l'informatisation notamment, de patterns algorithmiques cachés. Et en fait, on a des gens qui sont capables de trouver des mini-martingales temporaires, mais qui, une fois qu'elles sont découvertes par un acteur, finissent à terme par être saturées. Et donc, l'idée suivant laquelle il n'y aurait jamais de spéculation ou d'asymétrie, en fait, si, il y a plein de petites asymétries d'informations, mais simplement, une fois qu'elles sont découvertes, on a l'impression que l'efficience du marché existe parce qu'elles sont avalées en fait, par le marché au global. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'il y a une efficience de marché au sens hayekien, hein. Et donc, c'est pour dire que, en tout cas, Nicolas Boulot dit pour ça, il ne faut absolument pas faire confiance au marché pour la régulation, par exemple, du prix du CO2, du carbone, la transition énergétique et écologique. Ça ne peut pas marcher parce que le marché lui-même ne répond pas à ce fonctionnement. Par ailleurs, on a évidemment non seulement la crise de 2008, hein, mais on a aussi les dysfonctionnements des services publics et le rapport conflictuel au New Public Management qui de plus en plus est entériné. Et même, je rappelle que dans le cadre de l'affaire McKinsey, dans les commissions d'enquête sénatoriales, Amélie de Montchalin, alors présidente de la DIT, enfin directrice pardon, de la DITP et surtout je ne sais plus comment on appelait ça, secrétariat à la transformation de l'État, bon, eh bien Amélie de Montchalin avait dit que l'État français, sous la première mandature Macron, avait entériné
la fin du NPM. C'est-à-dire que le mot New Public Management était considéré, y compris par un gouvernement qu'on peut considérer comme plutôt héritier de ce genre de position intellectuelle, était considéré comme un mal, hein. Donc le New Public Management a une mauvaise presse. Je renvoie aussi au remarquable ouvrage collectif dirigé par Nicolas Mathiasik pour en finir avec le New Public Management qui montre cette crise. À l'hôpital, il va sans dire que c'est aussi une des raisons, ainsi que le lean management introduit dans les années 2015, je crois, de le lean management, c'est une des causes aussi de la souffrance au travail de nos soignants, comme on le sait bien. Ce que montre d'ailleurs Frédéric Pierru très bien dans ses travaux. Et donc je terminerai en disant que pour moi, ça résonne, en fait, on va dire, ce constat en termes d'histoire des idées, avec le constat que j'ai pu faire aussi sur le plan de l'enquête sur les cabinets de conseil que j'ai pu réaliser, puisque ce dont on s'aperçoit, si vous voulez, c'est qu'il y a une corrélation très forte entre l'informatisation, hein, et le développement de cette vue, des vues du New Public Management au sein des administrations, et donc quand bien même les acteurs ne sont plus conscients des théories qui ont présidé à la mise en place du système social tel qu'ils le reproduisent, hein, ou le renforcent aujourd'hui, eh bien, il y a quand même les logiques homéostatiques toujours à l'œuvre, notamment sous la forme de l'informatisation, qui est elle-même portée par les cabinets de conseil, juge et partie, comme l'a montré le rapport de la commission d'enquête du Sénat, puisque bien souvent, on a par exemple les majors, en fait, hein, qui vont dire, si vous informatisez plus l'État, quel va être le résultat? Non seulement des gains d'efficience économique, mais aussi des gains de productivité, des gains d'efficacité. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'ils vendent les cabinets de conseil, les PwC, les Boston Consulting Group, les McKinsey, tout ce que vous voulez? Ils vendent l'essentiel des prestations des cabinets de conseil de consulting externe au sein de l'État. C'est de l'informatisation, c'est l'essentiel, c'est plus de 600 millions d'euros de dépenses, hein. Donc c'est l'essentiel, c'est numérisation et comment dire, maintenance des systèmes informatiques. Donc pour moi, en fait, il y a un inconscient cybernétique et organiciste et une naturalisation d'une certaine conception du marché comme mode de régulation ultime de l'ensemble de la sphère sociale, qui est profondément post-politique et antidémocratique, et qui en fait s'est perpétué non pas dans la conscience de l'intention, là pour le coup c'est plus le XXe siècle, les acteurs du XXe siècle. Les gens d'aujourd'hui, les acteurs du système contemporain, notamment les consultants, ne sont pas conscients d'être les héritiers, ils sont juste des sortes de chevilles ouvrières inconscientes de ces processus, mais pour autant ils en sont complètement les héritiers, et les technologies qu'ils véhiculent au sein de l'État sont, donc je pense notamment aux travaux de Simon Cotin-Marx sur la numérisation des services publics, et Gilles Janot, où on voit très bien qu'en fait, ils sont porteurs eux-mêmes d'une idéologie, l'État plateforme, qui est en réalité, qui découle finalement des théorisations des auteurs des années 70, 80 et 90 que j'ai mentionné plus haut. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Je m'excuse si ça n'a pas été le cas. Merci beaucoup, Simon. Alors, il y a eu vraiment beaucoup d'éléments, hein. Moi, j'ai une observation et plusieurs questions, en fait. L'observation, c'est donc celle qui consiste à considérer finalement un ensemble de faits que vous ramenez à une intuition, disons, centrale. Et cette intuition centrale, c'est la transformation finalement de l'ordre politique en quelque chose qui relève d'une gestion, si possible automatique et parfaite. Et à ce propos, d'ailleurs, le hasard fait que je suis en train enfin, c'est pas un hasard pour moi puisque j'ai un texte à écrire, mais le hasard, c'est dans la rencontre. Je suis en train de relire le livre de Thomas Berns qui s'appelle « Gouverner sans gouverner », une archéologie politique de la statistique, hein, qui évoque aussi les travaux autrefois de Michel Senlar sur les arcana imperii. Et donc, ce que je veux dire en insiste, c'est que en fait, ce mouvement a lui-même été anticipé, ce mouvement de transformation, d'invisibilisation, de mise au second plan de la politique, ou plutôt du politique, a été anticipé dès le XVIe siècle, hein, par toute une littérature, qui est une littérature qui finalement s'intéresse au management de l'État. Et cette littérature-là, elle décrit elle règle des opérations invisibles qui sont maintenant non plus prises en charge seulement par l'administration, mais aussi par la technologie. Hein, en effet. Alors, l'observation, c'est qu'en effet, tout cela est à peu près, disons, convaincant. Mais ma première question, c'est celle de dire, voilà, mais en fait,
le système technique, vous évoquez surtout l'informatique et pas tellement l'intelligence artificielle. Donc, ma question, enfin, il peut y avoir plusieurs questions, mais elle pourrait être la suivante. Est-ce que ce qu'on appelle l'IA, ben, c'est la suite d'un projet informatique qui était déjà orienté de cette manière-là, compte non tenu peut-être d'options qui sont dans le développement technologique et dans les idéologies afférentes, pas convergentes. Il y a peut-être des choses qui sont originales. Il y a peut-être d'autres éléments. C'est peut-être coûteux de ramener à un seul mouvement, si c'est bien ce que vous faites, le développement de ce type de technologie, compte tenu en effet de cette, disons, tendance d'un certain type d'auteurs et d'acteurs, comme vous montrez bien, il y a vraiment des relations toujours. Moi, à mon avis, depuis la fin du XVIe siècle, comme montre Thomas Berns, finalement d'invisibiliser le politique ou carrément de le transformer en gestion, quoi, pour première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que vous faites de la manière dont ce type de positionnement, c'est-à-dire ce type de technique, ce type de discours, réussit quand même remarquablement à lier le niveau général et le niveau individuel. C'est-à-dire que, alors j'ai un peu une idée, hein, c'est pas des choses nouvelles, il y a quand même bien une relation entre, vraiment remarquable, hein, qui permet pourtant de désactiver le politique, mais c'est très efficace, entre la dimension strictement individuelle du consommateur et de l'usager et la dimension générale du fonctionnement presque automatique, en tout cas c'est ce qu'on veut nous faire croire, des marchés. Voilà, c'est mes deux premières questions. Je vous remercie, c'est vraiment d'excellentes questions. Alors, tout d'abord, pour le premier point, effectivement, je vais préciser mon propos. Tout d'abord, je partage avec Eugène une conviction profonde, et notamment avec, c'est complètement anecdotique, mais le propriétaire de mon appartement que je citais s'appelle Christian Girard, c'est un théoricien, c'est un architecte, docteur en philosophie, qui est théoricien du passage de la première à la seconde cybernétique, notamment dans le rapport en fait à la NASA et à la relation humain-machine telle qu'elle a été pensée dans le cadre de la conquête spatiale. C'est un travail remarquable et qui a en commun avec Eugène et moi l'idée de dire qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et qu'à la limite, si on est critique de la cybernétique avec Eugène, comme voilà, dans ces aspects de gouvernementalité, on a quand même la conscience que il y a qu'à lire Wiener, en fait, pour savoir l'autoréflexivité qu'ils avaient et la richesse épistémologique que ces chercheurs pouvaient avoir, y compris Ashby. Et donc, en fait, c'est pas ces théoriciens eux-mêmes en fait que je critique. À la limite, c'est Hayek. Si ma critique se concentre sur un acteur, c'est sur dans la sociogenèse en fait de ces paradigmes. On a vraiment des économistes. Pour moi, Hayek et Herbert Simons. Pourquoi Simons? Parce que c'est aussi un des fondateurs du management et de la subordination de la macroéconomie à la microéconomie aussi, hein, et avec ces théories justement de la correction des biais irrationnels des acteurs par justement du management, de la sphère microsociale pour corriger les échecs de l'auto-organisation au niveau macro. Mais donc pour moi, en fait, c'est plus les économistes et la façon avec laquelle certains économistes, par ailleurs brillants, Simon c'est passionnant, et Hayek aussi, hein, c'est des auteurs géniaux, mais comment ils ont travesti, et c'est pour ça que j'ai mentionné dans mon propos, dans l'édition de 2017 de The Sensory Order, on voit bien l'éditeur, il insiste sur la façon avec laquelle Popper ou Schrödinger, les scientifiques, étaient choqués par les réductionnismes physicalistes de Hayek. C'est-à-dire que c'est pour moi le problème, c'est qu'on a des discours complètement idéologiques qui servent de support à des procédures institutionnelles et gouvernementales qui pourraient être autrement, hein, d'ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas non plus de déterminisme institutionnel, hein, c'est juste qu'il y a des sédimentations de discours dont on finit par oublier l'origine dans la procéduralité bureaucratique du fonctionnement des États et des institutions internationales et qui ont pour moi une origine économique. Et donc, c'est dans ce phylum entre la théorie informatique et l'économie qu'il y a quelque chose à trouver pour modifier les coordonnées du système. Parce que, en fait, tout simplement, le constat qu'on fait avec Eugène, c'est que c'est inapparent. Et que la façon avec laquelle même quelqu'un comme Barbara Stiegler va mettre sur le premier plan le néolibéralisme et Hayek, ça ne porte pas sur le bon élément qui est pour moi justement la jonction avec la théorie de l'information. Et donc pour moi, il y a un problème de sociogenèse que par exemple un théoricien qui réussit à faire ça, en partie, qui est remarquable, c'est Philippe Mirowski, qui est assez peu discuté en France, hein, je le regrette d'ailleurs. D'ailleurs, je ne suis pas un spécialiste de son œuvre, hein, c'est un work in progress encore, hein, je découvre vraiment son travail, notamment The Knowledge We've Lost in Information, ou Sonia Amadae, par exemple. Hein. Mais en fait, on n'a pas trop conscience de ces jonctions-là, à mon sens. Par ailleurs, évidemment, en termes, voilà, sur l'intelligence artificielle à proprement parler, ce n'est pas la technologie en tant que telle que les théories qui ont accompagné ces technologies et ces essais technologiques qui ensuite a été transposé à un niveau de pensée économique et sociale. Et c'est ça, pour moi, le problème. Typiquement, moi, par exemple, quand j'écoute Yann Lequin nous parler sur les problèmes liés à ChatGPT ou aux Large Language Models, on voit bien que c'est quelqu'un de très brillant,
avec lequel on peut avoir des désaccords épistémologiques sur la représentation qui se fait du langage, de l'intelligence, de ce qu'il appelle ontologiquement le monde. J'ai vu une conférence de Yann Lequin où il nous expliquait quand même qu'on peut modéliser ce qu'est le monde à partir d'un scrapping de YouTube, de toutes les vidéos de YouTube. C'est littéralement ce qu'il a affirmé dans une conférence. Mais par ailleurs, c'est quelqu'un de brillant et qui a conscience aussi des limites des modélisations. Et je trouve sa dernière interview à Libération résume bien la façon avec laquelle un vrai scientifique est capable de montrer ce que vous disiez très bien, les effets d'indétermination des objets techniques eux-mêmes et la surimpression de discours sociaux. Et pour moi, c'est ça le problème. C'est la façon avec laquelle la société, et notamment les acteurs économiques, intellectuels dominants, vont surimposer des discours qui, au fond, deviennent déterministes, des prophéties autorisatrices sur des éléments techniques qui, eux-mêmes, ont un index de possibilités beaucoup plus ouvert, en fait. Bon, donc, il y a ce premier point. J'espère que je vous ai répondu là-dessus. Et puis, sur la deuxième question, je ne sais plus exactement, je me souviens que vous avez parlé de C1. Rappelez-moi votre deuxième question. Ah oui, c'était sur la population de l'individuel. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si ça vous paraît convaincant. Moi, ce que j'ai identifié, c'est par rapport au New Public Management et l'importance de la consultocratie. Je peux préciser un peu par rapport à ce qu'on a écrit dans le livre. J'ai écrit, notamment dans la partie, tout un développement autour de la pensée sociologique de la sociologue américaine qui s'appelle Susan Keller, et qui était justement dans l'optique de réfuter, ce qui était d'ailleurs un des effets collatéraux de la pensée cybernétique, son influence sur la sociologie, notamment Talcott Parsons, par exemple, a été très influencé aussi par la fréquentation des idées cybernétiques. Et donc, c'était ce qu'on appelait les hypothèses fonctionnalistes, avec l'idée d'autorégulation de la société qu'on retrouvait aussi en partie dans les thèses sociologiques de Talcott Parsons. Et Susan Keller, elle réfutait cette auto-organisation en disant il y a des acteurs opportunistes, la plupart du temps, qui vont être des agents de l'articulation de la norme avec la réalisation, l'implémentation pratique sociale, empirique, économique, administrative, légistique, etc. Et ces acteurs, ces espèces de poissons pilotes, on pourrait dire, du capitalisme, elle reprenait ça à la théorie de la division du travail de Durkheim, elle disait, et pour moi, les consultants font complètement partie de cela, c'est des espèces donc d'agents, justement, qui vont implémenter la norme. Ils sont là pour implémenter la norme. Et la crise qu'on a aujourd'hui démocratique, c'est que ces agents-là ne sont pas simplement des prestataires de services d'une norme établie par la délibération démocratique, ce sont maintenant les élaborateurs de cette norme. Et j'ajouterais, c'est même pire parce que les cabinets de conseil, et le New Public Management lui-même, qui dérive très largement des théories managériales qui elles-mêmes ont une origine cybernétique, notamment si on prend le philum de Simons. Pas uniquement d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, ils sont aussi ceux qui vont faire la certification des comptes publics. Donc c'est eux qui interviennent au début de la chaîne pour la production de la norme, de l'élaboration des politiques publiques, pour l'implémentation de cette norme, souvent défaillante, cette implémentation. Et ensuite, ils arrivent, et notamment ça dans le cadre des comptes publics français avec l'ONDAM, etc., c'est prévu par la loi que la Cour des comptes peut faire appel à des cabinets de certification privée, d'audit, qui eux-mêmes, souvent une branche conseil, pour certifier les comptes publics. Et donc, c'est là qu'ils vont mettre en place des métriques de vérification a posteriori de l'efficacité des comptes publics qui elles-mêmes ne sont pas seulement des éléments de certification, mais des éléments normatifs. Et d'ailleurs, il y a toute une recherche à Paris-Dauphine qui met en cause le caractère profondément antidémocratique et surtout anti-écologique et anti-efficience des normes comptables au nom desquelles on va évaluer, par exemple, les politiques sociales de l'ONDAM, les politiques de recherche, les politiques d'attribution des fonds à la police, etc., etc. Et donc, pour moi, c'est vraiment, voilà, je retrouve le mot, c'est élites stratégiques, c'est le concept de Susan Keller, du New Public Management et la figure du consultant, qui, à mon sens, j'exagère sans doute en partie leur rôle, mais je pense qu'il est assez méconnu, qui opère précisément cette articulation du vertical et de l'horizontal de l'organisation institutionnelle et normative avec la sphère sociale et sa reproduction quotidienne. J'ajouterais, pour dire à quel point ça a été prégnant, dans le livre, j'ai montré qu'en 1936, Roosevelt convoque autour de lui pour faire sa réforme, et elle est ô combien désirable sur bien des plans, au niveau social, ses grandes réformes de l'État-providence américain. Il convoque autour de lui un certain nombre de consultants, c'est la genèse un peu des public relations et surtout de la théorie des organisations privées américaines. Et donc, c'est ce qu'on appelle le Brownlow Committee. Et Louis Brownlow, quant à lui, était une espèce d'acteur syndical, qui était très critique d'ailleurs de ses collègues du Brownlow Committee. Et c'est les gens qui ont fait les notes, y compris légistiques, pour proposer à Roosevelt la réforme des institutions américaines pour renforcer le présidentialisme, pour qu'il puisse arriver à ces politiques. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces consultants ? Ils ont théorisé la place du président américain sur le mode du CEO de la firme managériale naissante des années 30-40.
Et notamment, c'est un type qui s'appelle Lyndall Gulick, consultant qui faisait partie de ce Brownlow Committee, qui a pensé la figure du président américain et l'augmentation de son pouvoir par rapport au contrôle parlementaire à partir de l'acronyme qu'on appelle PODSCORB, qui veut dire Planning, Organizing, Staffing, etc., Directing, qui décrit le CEO de l'entreprise managériale américaine moderne. Donc, pour moi, ça a été vraiment les chevilles ouvrières même du présidentialisme. Et sous l'influence par l'OCDE notamment de ces normes et la diffusion au niveau occidental, plus la tricontinentale, plus Michel Crozier. Je vous disais, Michel Crozier, c'est quand même considéré comme un acteur qui était un peu plus qu'un intellectuel, puisqu'il était mandaté au sein de l'État français pour mettre en place ces modifications substantielles de l'élaboration des politiques publiques et de la perception de la haute fonction publique, de son rôle. Donc pour moi, tout ça, c'est quand même un indice que les consultants en organisation sont les chevilles ouvrières de ces processus et de leur implémentation à la société. Ouais, bon, on a bien compris que ce n'est pas vos amis. Non, absolument. Alors, voilà, moi j'avais encore des questions, mais je passe mon tour pour l'instant. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Alexandre? Oui, alors j'avais effectivement des remarques. Donc, d'abord, merci pour votre intervention. Donc, on a bien vu qu'il y avait cette influence donc, de la cybernétique sur l'organique et inversement, donc influence de l'organique sur la cybernétique, et donc les deux qui ont une influence sur le politique. Et si on prend par exemple l'IA, même le terme IA, c'est une naturalisation de l'aspect organique. Et même la notion de neurone artificielle, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de neurone artificielle, c'est une version très, très simplifiée et très métaphorique. Et si on prend ChatGPT, par exemple, lorsqu'on parle d'hallucination de ChatGPT, c'est aussi une métaphore d'un phénomène organique humain qui n'est pas exactement ce qui se passe au niveau technique. Et la question que je me poserais, c'est est-ce qu'il n'y a pas donc une crainte à avoir en termes de répercussions, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il y ait des concepts émergents, c'est-à-dire que sous le même modèle que État plateforme, on ne pourrait pas avoir des concepts comme État génératif ou marché génératif qui pourraient émerger du fait de cette tendance à la métaphorisation qui est en cours. Je vous remercie beaucoup pour votre remarque, je la partage complètement. Mon inquiétude, c'est que, en fait, on vit sur un mode qui est dangereux, qui n'est pas la controverse intellectuelle démocratique qu'on pourrait souhaiter. On est sur un mode d'organisation du débat d'idées qui vit sur le refoulement d'un certain nombre, effectivement, de métaphores et de débats intellectuels qui étaient eux-mêmes beaucoup plus conscients à leur époque de leurs enjeux et de leurs limites que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et effectivement, la théorisation, par exemple, vous le mentionnez sur l'État plateforme contemporaine de l'inspiration cybernétique informatique actuelle, elle est complètement méconnaissante en fait de ses propres fondements et de ses propres limites épistémologiques. C'est d'ailleurs, justement, j'y reviens encore, cette figure un peu du consultant, de ce manager un peu, comment dire, couteau suisse moderne, qui n'est plus un expert au sens, on va prendre un physicien, on va prendre un informaticien pour le faire travailler. Non, là, c'est vraiment la figure un peu des coachs de la DINUM, enfin, ces figures un peu ambiguës, des Pésiardi, des Verdier, qui sont un peu les hommes à tout faire, théoriciens, etc., managers, qui ne sont pas eux-mêmes foncièrement des spécialistes. On ne vous entend plus, je ne sais pas si c'est pareil pour les autres, en tout cas, nous, on ne vous entend plus. Oui, il y a eu une coupure. Il y a eu une coupure. Ouais. Ouais. Peut-être, s'il y a un problème de bande passante, il faut couper l'écran pour l'instant. La caméra. Ah. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Et c'est revenu. Oui, donc je disais, je ne sais pas quand ça a coupé, mais enfin, en tout cas, je partage complètement votre point de vue. Et notamment, là, en ce moment, pour ne rien vous cacher, je participe à une commission citoyenne de l'Assemblée nationale sur le rapport des enfants aux écrans. C'est la commission d'éducation de l'Assemblée nationale. Et donc là, on réfléchit notamment aussi à qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des programmes scolaires
pour réimplémenter au niveau de la conscience civique collective cette histoire, non pas forcément pour imposer voilà, que ce soit mes vues, une histoire unique et exclusive, mais précisément pour donner les fondements historiques et donc épistémologiques aussi de toutes ces discussions pour que les citoyens aient conscience de la complexité sur laquelle reposent les systèmes épistémologiques, en particulier économiques et politiques contemporains. Par ailleurs, je tiens à souligner pareil dans le travail de Nicolas Boulot, que j'ai mentionné précédemment, Nicolas Boulot a écrit tout un livre justement sur les limites épistémologiques du paradigme scientifique actuel dans lequel nous sommes du fait de l'informatique, qui est le paradigme de la modélisation. C'est ça que moi j'appelle la métaphorologie trompeuse. C'est le fait que nous prenons le modèle pour la vérité, que ce soit le modèle conceptuel, hein, comme vous disiez, le perceptron, enfin la modélisation logico-mathématique, la modélisation au sens même de l'image diagrammatique, statistique et autres. Et nous avons un problème dont par ailleurs des économistes cybernéticiens comme Kenneth Boulding étaient eux-mêmes conscients. Kenneth Boulding, c'est l'économiste célèbre, vous savez, qui a dit une croissance infinie dans un monde fini est impossible. Et cet économiste avait donc dit dans un livre qui s'appelle The Image, qui justement, il fallait produire des systèmes de réflexivité sur les façons dont nous produisons des sortes de métaphores qui organisent et agissent l'organisation institutionnelle voilà, dans tel ou tel domaine. Et je crois que nous manquons de ces systèmes de réflexivité épistémologique à un niveau démocratique et donc au niveau ici, surtout pédagogique et donc au niveau de la formation des citoyens. Il faut réhabiliter la fonction pédagogique et démocratique, démocratique pardon, de l'école et de la formation continue, y compris au sein de l'entreprise, sur ces enjeux. Parce que comme le numérique est présent partout, l'informatique est présente partout, là il y a une généralisation de l'utilisation des large language models un peu partout. Il nous faut absolument ces distances critiques pour permettre un véritable débat démocratique qui, à mon sens, aujourd'hui est complètement refoulé. Et c'est ça, pour moi, le problème démocratique majeur. Moi, je rebondirais en disant qu'en effet, l'inconscient idéologico-technique confine au déni, alors que, en réalité, le système est porteur lui-même d'une série de logiques. Et c'est pour ça que je mettais en relation l'action sur l'individu. Parce qu'en fait, l'action sur l'individu, vous ne l'avez pas assez souligné, je crois, elle se fait malgré tout. Parce que dans la réponse que vous m'avez faite, c'est intéressant, vous avez mentionné la relation entre consultants et, disons, personnel de l'État, qui eux-mêmes donc sont dans une logique. Mais je crois qu'il faut aller plus loin en disant ça va vraiment jusqu'aux consommateurs hein, qui sont dans cette logique du fonctionnement d'un système qui ne nous permettra pas de débrayer s'il n'y a pas cette culture. Justement, pour répondre par rapport à ce que vous dites, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, enfin, c'est pas une commission d'enquête, c'est la commission citoyenne transpartisane de l'Assemblée nationale à laquelle je participe, répond à ces enjeux. Et j'étais très étonné parce que je l'ai appris un peu comme ça sur le coup. J'ai rencontré mes amis avec qui j'ai travaillé pendant des années de l'Institut de recherche et d'innovation de Bernard Stiegler au Centre Pompidou, qui était invité voilà, comme expert dès le début. Et ce qui m'a rassuré, c'est de voir la communauté de vues, y compris de la plupart des parents. Là, je m'apprête à être jeune papa. Le psychiatre Serge Tisseron, à cette occasion, nous a montré comment nous sommes aussi potentiellement la première génération d'humains à devoir se préoccuper du comportement des adultes aussi vis-à-vis des enfants par rapport aux écrans, déjà sur un mode comme vous le décrivez, je comprends l'implicite de votre question aussi sur la relation addictogène qu'on entretient aussi avec ces technologies et qui a des effets civiques et sociaux. Et moi, j'ai travaillé sur ces questions parce que c'était mes masters de recherche, j'étais en philosophie et psychanalyse à Paris 1 à l'époque. Je travaillais sur la psychanalyse kleinienne et winnicottienne et le rapport justement entre l'acquisition des processus de symbolisation type écriture, tel que décrit chez Mélanie Klein, et la façon avec laquelle, et l'objet transitionnel chez Winnicott, et la façon avec laquelle le smartphone vient perturber cette constitution ontogénétique chez le sujet humain de ce que Winnicott appelle l'objet et l'espace et les espaces transitionnels, qui sont les espaces de créativité humaine et qui permettent justement la réflexivité, tout bêtement, au sens général, à la fois somatique, psychologique, sociale, etc. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, on est dans une société alors le philosophe David Bates appelle ça le neuropouvoir. On est dans une société où on a véritablement des endocrinologues comme stratège économique dans les GAFAM, quoi. J'ai vu encore, j'ai appris, je ne savais pas que Fortnite a été largement conseillé par une psychologue, notamment spécialisée de la psychologie pour enfants, française. À partir du moment où effectivement les gens, moi je le vois autour de moi dans cette commission, le découvrent.
Et tout le monde est scandalisé. Et le problème, c'est ce refoulé démocratique aussi sur la conscience de la façon avec laquelle sont fabriquées ces choses. Et comme, heureusement, j'ai l'impression que les institutions politiques commencent à prendre la mesure du phénomène, jusqu'à présent, ça ne faisait pas partie du débat public. Il y avait une culpabilité collective, les parents se délestant aussi de la fatigue, qui est tout à fait compréhensible, etc. Il y a tout le problème des mamans isolées aussi, hein, dont on a pas mal discuté dans ces commissions. Donc, comme il y a des enjeux sociaux qui rendent difficile cette espèce de pansement sur l'éducatif, eh bien, on n'avait pas pris en charge cela. Mais aujourd'hui, on a quand même la chance d'être post-affaire Snowden, post-affaire Pegasus, bon là, c'est le conflit sino-américain qui retombe sur TikTok, mais fort heureusement, ça doit rejaillir aussi sur les réseaux sociaux. On a Cambridge Analytica. On commence à avoir l'émergence d'une sorte de consensus transpartisan au niveau politique et au niveau social, et même du point de vue des familles et des professionnels de l'éducation, où on a quand même la conscience qu'on sacrifie nos enfants et qu'il y a une responsabilité des adultes qui n'a pas été prise en compte pendant une quinzaine, vingtaine d'années, et qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on en passe par, si ce n'est la législation, moi je serais pour, c'est discutable, au moins qu'on en passe par des politiques publiques qui passent aussi par les politiques de santé publique. C'est-à-dire qu'on entre dans le registre de la santé publique autant que le registre démocratique, parce que je crois que le registre démocratique, il est assez bien perçu par tout le monde. Je veux dire, mes élèves de terminale ont entendu parler, par leur professeur d'anglais notamment, de Cambridge Analytica. On a des documentaires réguliers, Netflix ou autres. Donc c'est passé ça. Mais l'idée que ça devient aussi de la santé publique et que ça impacte l'individu, comme vous le dites, j'ai bon espoir que ça commence à émerger, même si ce n'est pas gagné du tout. Alors, qui s'exprime? Moi, je veux bien. Alors, j'ai une petite question. Déjà, merci, hein, merci beaucoup, Simon. C'était vraiment passionnant et très, très riche. Et je me demandais comme Pablo Jensen parle un peu, si tu en savais plus sur l'influence entre le perceptron de Rosenblatt et la théorie de la perception hayekienne, puisque voilà, depuis le connexionnisme et ensuite le deep learning, il y a eu un peu le perceptron a connu un peu un état de grâce, un retour. Et voilà, est-ce que tu vois des reliquats hayekiens Oui, alors, enfin, je ne suis pas un expert de l'histoire du perceptron, mais pour te dire ce que j'ai trouvé dans The Sensory Order, en tout cas dans l'édition 2017, c'est que je ne sais plus, c'est à page 287 ou 297 de cette édition, mais on voit des notes de bas de page, notamment autour de la notion enfin plusieurs choses, la notion de feedback, évidemment, mais aussi la question du neurone artificiel. On a effectivement des notes, alors je pense qu'elles sont postérieures à la première édition, mais on a des notes de Hayek, parce qu'en fait, il y a toute une histoire de la publication et de la notoriété de The Sensory Order de Hayek, qui d'ailleurs a eu un rôle lui-même dans l'intelligence artificielle, puisque c'est aussi en partie avec l'écrit de Hayek, puisque comme tu le rappelles, il est lui aussi dans la veine connexionniste, qu'on a eu un certain nombre y compris de papiers sur l'intelligence artificielle écrits par Herbert Simons et ses collègues psychologues. Hein. Donc, en fait, il y a une histoire un peu particulière, c'est qu'en fait, au début, c'est quelque chose qui l'obsède toute sa vie. Il va publier ce texte, de ce que j'en ai compris, il ne va pas réussir à le publier dans sa jeunesse sous une première version, une première esquisse. Il va le publier ensuite dans une première version, je crois, aux alentours, il faudrait vérifier, mais enfin fin des années 30 ou début des années 40. Et ensuite, il va le publier, il va être invité dans plusieurs événements, un dans les Alpes et un aux États-Unis, avec des psychologues et des neuropsychiatres qui vont considérer que ce n'est pas juste une sorte de spéculation valable que dans le champ d'une psychologie amateur faite par un praticien des sciences sociales, mais c'est aussi valable en fait du point de vue épistémologique pour la psychologie, la neuropsychologie comme véritable système fonctionnel. Et Hayek va devenir aussi du coup un rouage essentiel de l'intelligence artificielle, un peu malgré lui, grâce à ça. Mais alors quant à lui, quant à ses sources, ce que je te disais, c'est qu'on voit à la suite mentionner la plupart des tenants de l'hypothèse connexionniste et même des théoriciens du neurone artificiel. On voit Ashby très clairement cité, on en voit beaucoup. Et donc, c'est pour dire que oui, il y a tout à fait, en fait, il y a une connectique entre ces deux éléments. C'est sûr que le caractère totalisateur de la théorie neuropsychologique de Hayek est aussi un des fondements, à la manière de Spencer
je ne l'ai peut-être pas montré assez clairement, la façon dont l'analogie entre le vivant et la sphère sociale chez Spencer fonctionne comme naturalisation de son libéralisme anti-étatique. On a pareil chez Hayek, il faut absolument que ma théorie neuropsychologique soit complètement totalisée pour que ça avalise à la façon d'un, en fait, parce qu'il faut le comprendre comme un émergentialisme, un physicalisme en fait, c'est des lois physiques aux lois biologiques, et des lois biologiques aux lois psychologiques, et des lois psychologiques aux lois sociales, et donc aux lois économiques institutionnelles. Et cela, en fait, c'est ça qui fait que, pour moi, il faudrait revenir justement, je n'ai pas encore eu l'occasion, et je ne sais pas si c'est facile d'accès, si ça a été publié, numérisé ou autre, ou si dans les correspondances de Hayek, il faudrait regarder les réfutations, les affrontements épistolaires qu'il y a pu avoir, en tout cas les contestations épistolaires qu'il y a pu avoir chez Popper, chez Schrödinger aussi, par exemple, sur son réductionnisme en fait, physicaliste, qu'ils appelaient, eux, son réductionnisme physicaliste. Bon, pas de remarques? J'en aurais une, Oui. éventuellement, c'est plus une remarque, un témoignage, on va dire, qu'une question en tant que telle, même si ça peut être sujet à discussion. Je suis en train de relire pour la énième fois donc le principe de responsabilité d'un Jonas. Et hier, je suis tombé en fait sur une forme de critique de Jonas contre la naturalisation, c'est-à-dire la tendance à, disons, à comparer par exemple différents niveaux de développement d'une société ou différents âges de la vie. Donc là, ça rappelle un petit peu une forme de positivisme qu'il pouvait y avoir, le fait de considérer que les sociétés plus primitives, entre guillemets, donc, étaient dans une forme d'âge, on va dire, infantile, et que nos sociétés seraient une forme d'âge mature. Donc on pouvait trouver ça il y a plusieurs décennies maintenant, et justement, il critiquait cette idée en rappelant qu'à chaque étape, ou du moins à chaque niveau de développement, il y avait en fait complètement un niveau adulte, un niveau, on va dire, mature, et que c'était simplement des approches différentes qui étaient réalisées, et qu'on pouvait parler de succession et de caractérisation des différentes étapes de la société comme se suivant éventuellement l'un l'autre, mais sans pour autant avoir à faire de remarques sur leur niveau de maturité. Donc, je ne sais pas si il peut y avoir éventuellement des remarques intéressantes par rapport à ça, mais en tout cas, oui, on retrouvait déjà dans les années 80, 79, en l'occurrence pour le livre, des critiques de cette tendance à vouloir naturaliser la société et les sociétés, en fait. Donc, c'est un reportage, une remarque par rapport à ça. Merci beaucoup pour votre remarque. Je partage entièrement cette idée. Je suis en train de lire, là, je ne l'ai pas sous la main, mais un article de Philippe Mirowski précisément sur donc cet historien de la pensée économique très attaché au lien entre histoire de la cybernétique, histoire du physicalisme économique. Et l'intérêt de ce penseur, c'est aussi qu'il va distinguer dans sa typologie à lui le néolibéralisme et l'école néoclassique sur le mode. L'économie néoclassique pense l'autorégulation des marchés sur un mode issu des lois physiques, thermodynamique, et de l'autre côté, on a le néolibéralisme qui a la particularité de se centrer plus sur deux éléments, le biologique et éventuellement l'informatique et le croisement machine-vivant. Je caricature sa pensée, mais grosso modo, c'est de cet ordre-là. Et ce qui montre bien, c'est qu'il y a des crises de ces modèles, des affrontements entre ces modèles, et donc moi je crois qu'il faut se rendre particulièrement sensible. Là, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, et de toute manière, c'est une recherche que je suis en train de construire aussi, donc je n'ai pas tous les éléments en tête, hein, mais il faut bien dire que je partage votre point de vue. Je pense qu'il faut faire une histoire vraiment, comme à la manière de Mirowski, détaillée de ces gestes de naturalisation. C'est-à-dire qu'il faut voir aussi qu'ils sont concurrents les uns par rapport aux autres et que, d'un point de vue épistémologique, un peu méta, la concurrence qui peut se faire entre ces différentes vues participe aussi d'une sédimentation et d'une naturalisation. Je veux dire, par exemple, quand on voit ce que je voulais montrer, je ne l'ai peut-être pas assez bien dit, c'est dans les Dartmouth conférences, l'affrontement entre les symbolistes et les physicalistes, ça aboutit toujours à penser la nature à partir de la machine ou par croisement. Mais à chaque fois, il y a un geste de naturalisation. Même quand on part au départ du logico-mathématique pour dire qu'il faut d'abord penser le logico-mathématique pour ensuite produire un modèle de machine qui ensuite, après, nous permettra de penser le vivant. Dans tous les cas, il y a une sédimentation de l'idée qu'il faut naturaliser effectivement la pensée économique.
Et je crois que ça, c'est vraiment, je vous rejoins tout à fait, quelque chose de très dangereux, quoi. Alors peut-être, il faudrait voir, justement, je serais intéressé de voir comment Popper a essayé de répondre à Hayek. Là, je ne peux pas vous dire, j'ai découvert ça il y a peu de temps. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée qu'il faudrait absolument, je suis d'accord avec vous, sortir de cette manière de voir qui est à la fois déterministe et qui en même temps comment dire, est très dangereuse et porteuse de véritables problèmes en matière bah voilà, de démocratie et de gestion politique de l'économie, quoi. Et Pour rebondir sur ça rapidement, alors là-dessus, effectivement, il y a un danger, comme vous l'avez bien montré, à appliquer tel quel de facto ces métaphorisations vers le politique. Alors, pour défaire un petit peu, nuancer disons, la métaphorisation, il y a un intérêt qui serait pédagogique au sens où, par exemple, parler de neurones artificiels ou parler d'hallucinations, c'est intéressant d'un point de vue de vulgarisation, d'un point de vue de communication, mais il y a un danger, on va dire, à prendre au sérieux ces métaphores. Donc c'est là-dessus, il y a un intérêt à métaphoriser, mais il y a un danger à prendre au sérieux vraiment ces métaphores, je pense. Donc là-dessus, c'est pour dire que c'est pas complètement inintéressant non plus d'avoir Ah cette oui, démarche de naturalisation à condition de bien l'encadrer et de pas lui faire dire des choses qu'elle n'a pas vocation à dire. absolument, ouais. Bah, pour aller dans votre sens, c'est ce que dit le mathématicien auquel je me réfère, Nicolas Boulot, qui, dans sa critique de l'épistémologie de la modélisation, dit exactement ce que vous dites, hein, c'est-à-dire, enfin, ce serait complètement débile parce que, par exemple, on n'aurait pas le rapport Meadows, on n'aurait pas voilà, les travaux du Club de Rome, si on n'avait pas cette capacité de modélisation. Et elle-même, cette capacité de modélisation, elle a ses limites, etc. Et il faut en avoir conscience, en fait. Mais pour autant, voilà, il faut bien qu'il y ait modélisation il y ait, parce que le monde, c'est pas quelque chose qui existe hors d'un geste, effectivement, d'un forçage théorique qu'on doit constituer comme le plus exhaustif, le plus précis possible.